Voilà. Et maintenant, nous allons avoir Pierre Cassin pour un autre livre de Jacques Guillemin. Macron, le pire fossoyeur de la France. Allô? Oui, c'est vrai, j'ai oublié de mettre mon casque. Voilà. Alors, vous êtes là, Pierre Cassin? Oui, je vous écoute religieusement. Très bien, bah c'est gentil. Depuis une demi-heure, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, mais tant mieux. Je dis au revoir à notre précédent invité. Et nous allons passer, j'allais dire aux choses sérieuses, mais c'est tout aussi sérieux qu'Anne de Bretagne est très sérieuse également. Macron, le pire fossoyeur de la France. Alors, vous n'êtes pas l'auteur de ce livre, c'est Jacques Guillemin, qui n'a pas pu ou voulu venir. Il est et un peu timide. Hein, et donc, vous allez, en tant qu'éditeur à Riposte Léalique, défendre ce livre, nous en parler en tout cas. Voilà. Hein. Alors, que dire de... Évidemment, là, on est en pleine actualité. Hein. On parle beaucoup de Macron, là, aujourd'hui, hier, enfin bon... D'abord préciser que Jacques Guillemin est un lieutenant-colonel de l'armée française. Oui. Il était dans l'armée de l'air. Oui. Et ce qui est très étonnant et très révélateur, c'est qu'il a écrit ce livre très très rapidement. Et c'est un homme qui travaille vite, qui est très synthétique, comme un militaire. Hein. Oui. Et il a écrit ce livre en moins d'un mois. Et ce qui est très révélateur, c'est que ce livre est sorti une semaine avant la tribune des militaires, ce qu'on a appelé à tort la tribune des généraux. Elle est sortie une semaine avant, et je ne dis pas que Jacques Guillemin était en contact avec eux, je ne le crois pas. En tout cas, c'est prémonitoire. En tout cas, il a fait le même constat. Les généraux ont parlé d'un délitement de la France. Lui, il a évoqué dans sa préface 4 années consacrées à la destruction de la France. C'est ce qu'il écrit sur Macron dans sa préface, et à travers 21 chapitres, plus une conclusion, il démontre justement sur plusieurs aspects le côté nocif, destructeur du personnage et du président. De Macron contre notre pays, absolument. Et donc, comme vous l'évoquiez, hier, ça, ils ne pouvaient pas le savoir non plus, il y a la gifle historique qu'on appelle maintenant la tartatin. Je ne sais pas qui a fait ce jeu de mots, mais c'est très bon, hein, je trouve. Ah, je suis d'accord. C'est très drôle. Bon, oui, évidemment, ils ne pouvaient pas prévoir, mais finalement, que penser de cet événement? Enfin, en 2 mots, parce qu'on va pas passer, on va plutôt parler du livre, bien sûr, mais en 2 mots, finalement, il l'a un peu cherché, ce monsieur. Hein, écoutez, ce que vous dites, Daniel, je n'ai entendu que Éric Zemmour et dans un autre registre, Florian Philippot pour le dire. Plus naturellement les réseaux sociaux, parce que là encore, nous avons le décalage entre la classe politique dans son ensemble, qui pleurniche, qui gémit, qui seront solidaires, qui ose dire qu'à travers Macron, c'est la France qui a été frappée, alors que République. Macron, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire de la France, c'est la destruction de la France. Et je crois qu'on peut dire que ce jeune Damien a fait énormément plaisir à des millions et des millions de Français qui ne pardonnent pas justement à Macron l'œuvre que Jacques Guillemin décrit dans son livre, et que quelque part, à sa façon, il nous a vengé de nombre d'humiliations que nos compatriotes subissent depuis 4 ans. Oui, c'est vrai. Donc, à force de dénaturer la fonction présidentielle et de lui-même ne pas... Finalement, on ne peut pas respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. C'est ça le problème. Surtout qu'il a franchi quand même, parce qu'il faut aussi être... on va dire, essayer d'être objectif. La fonction présidentielle était sérieusement écornée, disons, depuis l'arrivée de Sarkozy, qui se permettait, avec Fillon, de faire des footings sur les marches de l'Élysée. Après, vous avez quand même eu Hollande qui a ridiculisé la France avec l'affaire Leonarda, et qui a été rendre hommage à la racaille Théo, désavouant complètement les policiers. Et puis
Puis sur son scooter, on se l'a faire sur le scooter aussi. Sur son scooter, il avait également invité un rappeur à l'Élysée avant son départ, mais il faut reconnaître que Macron, entre la fête a passé de la musique, largement la mesure. Ouais. les images honteuses de Saint-Martin, et puis les deux guignols, là, je sais même plus leur nom, Mike Fly, je sais pas trop qui, là, qu'il a invité à l'Élysée, et qui sont censés avoir leur photo le 14 juillet, sans parler des insultes contre la France depuis l'étranger. Oui, c'est ça. De ma connaissance, je ne sais pas si vous avez, vous, des références. Moi, je n'ai pas de référence d'un chef d'État, français ou étranger, qui ait mal parlé de son pays depuis l'étranger. Oui, ça n'existe nulle part. Voilà, surtout depuis l'étranger, et particulièrement, on se souvient de son discours à l'ONU, hein, je crois. C'était le pire. C'était terrifiant devant tous les chefs d'État du monde entier, dire que la France est coupable, que c'est le pire des pays, et que, etc. Qu'elle n'a pas fait des choses bien, voilà, alors que notre pays est admiré dans le monde entier pour son histoire, finalement, pour son apport. Exactement, alors que pour Macron, on est des salauds, quoi, les salauds de Français, etc. Et il passe son temps à le dire et le répéter à l'étranger. Bon, il le fait un peu moins en France. Mais il faut reconnaître que les Français, 20 millions de Français, ont voté pour un mec qui, avant la présidentielle, avait dit clairement que notre armée s'était comportée littéralement, avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Exactement. Il y a 20 millions de Français qui ont voté pour un gars qui a dit ça. Quand même. Exactement. Ouais. Et puis, avant qu'ils disent plus tard qu'il n'y a pas de culture française, etc. Il n'y a pas d'art français. Il n'y a pas d'art français. Non plus. Cherchez-le. Moi, je ne le vois pas. Enfin, c'est fou. Comme vous le dites, ça doit être le pire des dictateurs étrangers. Au moins défend son pays. Enfin, défend son pays à tout point de vue. Elle dit, je ne sais pas, vous prenez n'importe quel pays africain, le chef d'État, même s'il est le pire des dictateurs ou le roi, etc., un petit roi, eh bien, il va passer son temps à dire que son pays est formidable, que ses habitants sont courageux, etc. C'est évident. Lui, il n'a pas cessé de traverser la rue pour aller chercher du travail. Il suffit de traverser la rue. Vous voyez des choses. Il est dans cette continuité. Oui. Il est dans cette continuité, dans un mépris des Français, dans un mépris de nos compatriotes. Il suffit de voir quand même la déclaration d'amour qu'il fait à ce qu'on appelle aujourd'hui le 9-3. Pour lui, la référence de la France, c'est pas la France profonde, c'est pas la France des gilets jaunes, c'est pas la France des petits blancs humiliés quotidiennement et qui rasent les murs pour pas se faire agresser par les racailles. C'est la France, c'est la France du grand remplacement, quoi. Il peut pas mieux dire les choses. Ouais. Non, c'est à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dénigrer, c'est pour nous rabaisser, c'est pour. Et on va s'éteindre, évidemment, le fameux psychiatre italien, là, on a fait un psychopathe, carrément. Hein, vous vous souvenez de cette vidéo qui a circulé. Mais bon, si vous voulez, on n'est pas loin de la vérité. Hein, c'est un personnage très inquiétant. La vraie question qui serait intéressante, si on veut rester dans l'actualité, Daniel, c'est entre Macron et Mélenchon, qui fait également l'actualité, quel est celui qui déteste le plus la France et les quel Français. est celui qui méprise le plus les Français? Parce que là, je crois qu'il y a vraiment une surenchère entre eux pour rabaisser notre pays. Et ne pas arrêter de se prosterner devant ceux qui veulent tuer la France, c'est un coup d'à-coude, si j'ose dire, spectaculaire. Et le genou en terre devant les racailles, devant les Traoré et autres rigolos. Qui vont manifester ce samedi contre une prétendue extrême droite dans toute la France, alors que vous savez, il y a la grande manifestation de tous les Traoré, les Antifa, les associations immigrationnistes, les partis, les syndicats, les LGBT, les associations et tout. Ça, bien évidemment. Et alors, ils prétendent lutter, en gros, ils habillent ça en disant que c'est pour lutter contre l'extrême droite. En fait, c'est tous ceux
qui veulent détruire la France qui seront dans la rue. Exactement. Il n'y a pas d'extrême droite aujourd'hui qui menace quiconque. Bien sûr. C'est une façon d'intoxiquer l'opinion en prétendant que ceux qui aiment la France et qui défendent leur pays sont des gens d'extrême droite. Ouais, c'est ça. Alors finalement, il y a l'extrême gauche et tous les autres, c'est des fascistes, quoi. C'est ça le principe. C'est à peu près ça. Le principe. De toute façon, le terme fasciste, ça sert qu'on confond d'ailleurs lamentablement avec nazi, ce qui n'a pas grand-chose à voir finalement. Non, je crois pas que Mussolini était raciste. Non. Et puis Mussolini, d'ailleurs, vous savez, détestait Hitler, ce qui est très drôle, et c'est notre diplomatie qui l'a jeté dans les bras d'Hitler stupidement. Hein. C'est voilà. C'est la première personne, c'est une habitude Radio Courtoisie, c'est notre ami René Marchand, qui m'a attiré mon attention sur ce fait que j'ignorais. Oui, absolument. Avec des gens comme le grand poète Saint-John Perse, d'ailleurs, qui reste un grand poète, mais qui était à Munich à l'époque. Et c'est tout l'échec de la... Si vous voulez, ces gens-là adoraient les Anglais, étaient anglophiles et méprisaient totalement les Italiens. Considérés comme des gens du Sud, vous voyez, enfin, comme des Siciliens de bas étage, presque des Africains. Vous voyez, bon, le mépris un peu raciste de l'époque. Et donc, à cause de ça, finalement, ce Mussolini qui adorait la France, la culture française et les Français, il a organisé des expositions à Paris, etc. Il fait des tas de choses culturelles. Eh bien, on l'a jeté dans les bras d'Hitler, c'est complètement idiot, alors qu'on avait un allié tout trouvé. Voilà. Bien sûr, et Macron se permet de faire des parallèles avec le populisme. Vous voyez, il a parlé de la lèpre populiste à l'époque où Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur et avait le culot, pour parler du livre, il avait le culot de vouloir contrôler les frontières italiennes. Pour Macron, ça c'est la lèpre populiste. Vous voyez, c'est quand même le fer de lance des mondialistes en Europe. Et c'est le fer de lance de la destruction des nations par tous les moyens. Vous vous souvenez qu'à l'époque de son élection, il avait fait un peu un tour de France des heures les plus sombres, complètement ridicules, comme symbole que Marine Le Pen, ça allait être le retour des camps de concentration, etc. Enfin, bon, c'est à peu près ça. Absolument n'importe quoi. Mais il va rejouer ce coup-là à tous les coups. C'est presque certain. Il nous la refait à chaque fois. Oui, on voit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Marine Le Pen a beau se centrer, on va dire qu'elle est de plus en plus dans une politique centriste. Elle est de moins en moins différente, si ce n'est sur l'immigration et le contrôle des frontières, où il y a quand même encore une différence. Mais sur le reste, que ça soit l'islam compatible avec la France, que ce soit là hier, on va dire la condamnation de l'acte contre Macron, alors que très franchement, les militants du Front National sont agressés depuis 40 ans régulièrement, que sur les marchés, ils se font taper dessus, arracher les tracts, qu'ils sont victimes d'un harcèlement quotidien. Il y a pas un mot de la classe politique là-dessus, ça paraît normal. Et là, un soufflet à un traître, parce que c'est quand même ça Macron. Et là, mais juste pour revenir, vous allez voir dans les régionales, ils vont nous refaire le coup de 2015, et ça va être tous contre le RN. Vous allez voir en PACA, le barrage républicain. Oui, on va avoir une alliance de LR à Mélenchon en passant par les Verts contre le Rassemblement national. Autrement dit, le cordon sanitaire va se remettre en place et ça va être tout sauf les candidats de Marine. Espérons que non. Enfin, espérons qu'ils puissent conquérir au moins une région. Enfin, on verra bien. Et en tout cas, moi, je sais que je connais mon vote. Il n'y aura pas d'hésitation. Bon, mais alors, revenons plus directement au livre, si vous voulez. Ce qui est drôle dans cette affaire de Macron, de la gifle, pour ne pas y revenir, c'est que le type s'appelle Damien, et que Damien, on s'en souvient, était l'assassin
pas l'assassin bien sûr, mais avait fait une tentative d'un coup de canif sur Louis XV, hein, et il a été écartelé pour cela. Bon, c'est vrai. Alors, espérons que ce Damien ne sera pas écartelé, mais pour une gifle. Je ne sais pas si vous avez suivi, Daniel, il passe en comparution immédiate aujourd'hui. Oui, ça m'étonne pas. Et il va en prendre plein la gueule, à mon avis. Ça, je le crains pour lui. Beaucoup plus que les racailles qui agressent les policiers. Bien sûr. Vous voyez, sur le il va sortir de dépositaire. Oui, il va sortir plus tard qu'un type qui tue une vieille pour lui piquer son sac. Voilà, à la 50e récidive. Exactement. Ouais. Et qui est gracié, qui fait jamais de prison ou 2 jours, etc. Enfin bon, bref. Passons. La prison n'est pas la solution. La prison n'est pas la solution. Bien sûr. Il faut réinsérer les gens, bien sûr. Il faut leur donner les chances, même après 14 tentatives d'assassinat. Voilà. Ouais. Bon. Et même s'ils sont étrangers, il faut bien les garder au chaud, bien sûr. Il faut surtout pas les expulser. Alors prenons quelques chapitres un peu au hasard là du livre de Jacques Guillemin. La grande braderie. Ah oui, par exemple, la grande braderie de notre outil industriel. Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Qu'est-ce qu'il en a dit? C'est l'exemple le plus parlant, c'est Alstom et le nucléaire. Voilà. Oui, il a vendu. Alstom, on a quand même bradé, et là-dessus, le nom de Macron est quand même très fréquemment cité, alors que le ministre de l'époque, Arnaud Montebourg, s'opposait à ça. Exactement. Macron a été décisif. Quand il était ministre de l'économie. Absolument. Il a été décisif pour que Alstom transfère son savoir-faire, sa technologie à General Electric. Voilà. Boîte américaine. Ce qui est monstrueux au niveau même de la défense nationale. Et puis là, pour être encore plus d'actualité, c'est ce qui se passe autour du démantèlement du nucléaire. Là, c'est absolument criminel, parce que le nucléaire, bien que les écolos tarés nous racontent depuis 50 ans que c'est des bombes atomiques en puissance, que ça va péter, qu'il va y avoir des centaines de milliers de morts et tout. Je veux dire, depuis 50 ans, il n'est rien arrivé. C'est un savoir-faire français. C'est grâce au nucléaire, si les Français payent le moins cher possible le kilowattheure. C'est grâce au nucléaire que d'ailleurs les adeptes du réchauffement... Oui, là j'entends un peu mieux. Que les adeptes du réchauffement climatique devraient ne jurer que par le nucléaire, parce que je pense que le nucléaire, ça contribue moins au prétendu réchauffement climatique que les usines à charbon des Allemands depuis qu'on a fermé les usines nucléaires. Grâce aux greneux, grâce aux verts. Toujours grâce à eux. Et là, on est en train d'assassiner nos paysages. Et je crois qu'il faut... Avec les éoliennes, moi, je vous cache pas, Daniel, plus je fais beaucoup de voitures, pas seulement pour embêter les Verts, mais un peu quand même. Donc, je traverse la France assez fréquemment, mais je vous cache pas que chaque fois que je fais un long voyage, je suis plus malheureux qu'avant, parce que je vois encore plus de kilomètres de paysages, mais qui sont massacrés, souillés, qui sont vandalisés, détruits par ces saloperies qui, en plus, ont besoin, je crois que les Français le savent de plus en plus, mais ça fout en l'air la zone, les nappes phréatiques, parce qu'il faut des grosses masses de béton en dessous. Énorme. Il faut que ça soit alimenté par des moteurs, parce que ça doit tourner 8 heures par jour, et quand il n'y a pas de vent, et il arrive fréquemment qu'en France il n'y ait pas de vent, faut alimenter ça par des moteurs. Le kilowattheure coûte 3 fois plus cher et largement subventionné par nos impôts, ou par l'EDF. Que d'autre part, ce sont des boîtes privées étrangères qui bénéficient du marché. Exactement. Que vous voyez par exemple en Bretagne, dans la baie de Saint-Brieuc, là où il y a par exemple un savoir-faire extraordinaire qui sont les coquilles Saint-Jacques aux alentours d'Erquy. On va construire des monstres, des éoliennes de 200 mètres de haut. En pleine mer, dans la mer en pleine mer, à 10 km, et qui vont foutre en l'air
toute la pêche des coquilles Saint-Jacques. Bref, les éoliennes, c'est un crime contre la France. Absolument. C'est vraiment un crime contre la France. Voire contre l'humanité, d'ailleurs. Oui, sont des assassins, mais réellement des assassins de la France, de la beauté de nos paysages et en plus de notre savoir-faire. Oui. Vous voyez, et là-dessus, Jacques développe vraiment très très bien cet ensemble qui est vraiment révoltant. Oui, et vraiment, on ne peut que se désoler. Moi, les rares fois où je fais moins de voitures que vous, mais des trains aussi, on voit très bien, c'est effrayant. De plus en plus, des alignements de monstrueux. Et ces trucs-là sont de plus en plus gigantesques. Et comme vous le dites, il faut des dizaines et des dizaines de tonnes de béton et qui ne seront jamais retirés. Parce que vous savez qu'il y a toujours les bunkers allemands du débarquement. Hein. Ils sont toujours là. Exactement. Pourquoi ? Parce que ça coûte tellement cher d'enlever du béton, de casser ça, qu'on ne le fera jamais. Donc il y aura J'en arrive, mais c'est pas politiquement correct ce que je vais dire. Hein. Allez-y. C'est de l'humour, je le précise. Mais j'en arrive à souhaiter que les Roms qui sont spécialisés dans quelques chapardages, même s'il se dit qu'il faut jamais dire ça et que c'est de la stigmatisation, j'en arrive à rêver que les Roms nous débarrassent des éoliennes. Vous voyez où j'en suis ? Vous voulez dire qu'ils volent les éoliennes, c'est ça ? C'est pas facile à voler tout de même. Il y a dissimulé. Oui. Pourquoi pas. Mais non, c'est assez effrayant cette histoire. Alors il y a un point tout de même que je voudrais venir, qui me semble que Jacques Guillemin a un peu négligé ou pas traité même. C'est tout de même l'aspect religieux, voire catholique, de ce personnage Macron. Évidemment, alors d'abord, je pense que c'est le responsable moi, je me suis beaucoup intéressé à l'affaire de Vincent Lambert. On en pense qu'on en veut, mais moi j'ai beaucoup défendu Vincent Lambert et j'ai reçu ici sa mère et son avocat. Et je considère, et c'est vrai, et c'est indiscutable, que Macron a commandé la mise à mort de Vincent Lambert. C'est très clair. C'est très très clair. Bon, alors il y a ça qu'on peut lui reprocher. Ce qui va dans le sens de la loi PMA qui sont en train de Voilà. Alors d'autre part, c'est ce que je voulais dire aussi, la proposition de loi qu'ils sont en train de voter sur l'avortement jusqu'à terme, en cas de, entre guillemets, détresse sociale de la mère. Alors, vous savez, la détresse sociale de la mère, on sait ce que c'est. On peut mettre tout et n'importe quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire, moi, j'ai un panari au pied et je suis en détresse sociale. Vous voyez, non, mais c'est complètement insensé. Et ça, c'est du Macron, encore une fois. Et je ne comprends pas comment un chrétien, je dis beaucoup plus largement qu'un catholique, un chrétien simplement, peut voter pour ce type-là. Ça me semble absolument intolérable, impossible, moralement impossible. Voilà. Même si certains disent que grâce aux musulmans, Dieu est de retour en Europe, mais je ne suis pas sûr que ça soit le même Dieu avec les mêmes objectifs. Effectivement. Vous voyez donc, effectivement, Jacques aurait, vous savez, il a fait 21 chapitres. Ouais. Il y avait un chapitre 21, 22. C'est vrai. Bah, écoutez, parce que je pense que c'est un aspect très important. Si on fait une réédition, parce que le livre a bien marché quand même, par rapport à la... Disons qu'on en est, ça doit faire un mois qu'il est sorti, on en est à 1500 exemplaires commandés. C'est pas mal du tout. Vous savez qu'il sort 100 livres tous les jours, la concurrence est rude. Je sais. Et là, c'est pas à vous que je vais le dire. Donc on est plutôt satisfait de ce livre. Bah écoutez, s'il y avait une réédition, je lui suggérerais votre suggestion. Voilà. Je lui suggérerais votre remarque, Daniel. Très bien. Et nous n'avons plus malheureusement que 5 minutes, mais nous allons en profiter. Alors, oui. Alors, je rappelle que nous parlons du livre de Jacques Guillemin, Macron, le pire fossoyeur de la France. Et la première page, on voit Macron avec son petit costard qui est en train de jeter des pelletées de terre française sur une France
qui est entouré du drapeau français, avec une croix au bout, et il jette de la terre sur cela. Il enterre le drapeau français. Fossoyeur de la France. Non seulement le drapeau, mais la France sous le drapeau. Ouais. C'est assez... Le titre, la couverture, très franchement, ça a été un coup de cœur. C'est notre ami Jean-Louis qui nous fait toutes les couvertures. D'accord. Qui est un espèce de génie, ça fait partie de ces gens, vous leur dites 3 ou 4 mots, et tout de suite, il y a quelque chose qui se met en place dans leur tête. C'est un peu comme les caricaturistes, et ils vous trouvent le dessin choc qui convient parfaitement. On a la chance de l'avoir. Alors, quel chapitre vous vouliez évoquer encore dans ces quelques minutes? Je pense que le chapitre 15 est vraiment excellent. C'est Macron et le tsunami migratoire. Et l'accélération du grand remplacement. Évidemment. Vous voyez, avec le chapitre 16 qui va ensemble sur la conquête islamiste, la lâcheté, la capitulation et la soumission de Macron. Ces 2 chapitres qui vont ensemble et qui, à mon avis, sont le côté fort du livre. C'est-à-dire comment, et encore plus après la catastrophe économique que va engendrer la crise sanitaire. Et si mal gérée, là on n'a pas parlé de la gestion aussi de la crise sanitaire qui est catastrophique. Et ça va aggraver naturellement, et ça va provoquer des millions et des millions de chômeurs supplémentaires, des faillites d'artisans, de petits commerçants, et pendant ce temps-là, Macron exploser la dette. À gaspiller notre argent, à faire exploser la dette, à arroser des clandestins, à faire en sorte que 450 000, vous vous rendez compte ce que c'est, 450 000, ça va faire 2 millions de nouveaux venus sous le régime de Macron, qui vont s'ajouter aux millions de nouveaux venus qu'il y avait eu sous Hollande. C'est un grand remplacement. Et parallèlement... Parallèlement, quand on voit l'accélération... Oui, pardon. Aucune politique nataliste, en fait, aussi. C'est ça le drame. C'est le déséquilibre totalement. C'est tout le contraire. C'est même tout le contraire. C'est que les classes moyennes sont découragées d'avoir des enfants par une politique au nom du quotient familial qui fait que dès que vous gagnez un tout petit peu de sous, vous touchez moins d'alloc. Et puis... il faut reconnaître que quand on voit que vos enfants vont être minoritaires sur leur propre sol dans quelques temps, si on suit les statistiques qui ont l'air de combler Mélenchon par ailleurs, ça fait réfléchir à faire des enfants dans ces circonstances. Effectivement. Il y a eu 100 000 enfants de moins durant l'année 2020 à cause de la crise sanitaire. C'est dramatique. Et les Macron-Mélenchon non seulement s'en foutent, mais s'en réjouissent parce que pendant ce temps-là, la natalité continue d'augmenter grâce aux nouveaux venus. Oui, alors que les pays raisonnables comme la Russie, par exemple, ont une politique nataliste, donnent des sommes au premier enfant, au deuxième enfant, l'équipement, le truc, aident les familles nombreuses. C'est Viktor Orban, je crois. Je crois que c'est Viktor Orban. Mais les Russes aussi. Poutine aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Écoutez, nous avons passé le temps qui nous était imparti, malheureusement. On pourrait parler des heures sur ce drame Macron. Je rappelle le livre paru aux éditions Riposte laïque que vous dirigez, le livre de Jacques Guillemin qui s'intitule « Macron, le pire fossoyeur de la France » et qui est à 14 €. Voilà. Écoutez, je vous remercie Pierre Cassin de cette présentation. Et puis, à la prochaine, comme on dit. Et quant à moi, j'aurai ma prochaine émission le 8 juillet. Voilà.